Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de peut-être deux livres, mais en tout cas un livre, ce livre que j'ai lu il y a quelque temps maintenant, Raven Rock. Et je vais le faire tranquillou, avec calme. Donc il n'y aura pas d'image. Donc si vous voulez simplement écouter cette vidéo en arrière-plan, ou si vous voulez l'écouter seulement en audio, et pas vous embêter, faites autre chose, cuisinez. Ici, c'est aussi un jour pluvieux, donc imaginez que je vous invite dans mon salon et que je vous explique un petit peu ce livre qui est exceptionnel. Alors, c'est un livre du journaliste Gareth M. Graff, euh, qui a fait un travail de recherche sur le- les bunkers du gouvernement américain et qui habilement, alors moi je vais vous dire le plus et le moins d'abord. Je suis resté sur ma faim parce qu'en fait il y avait beaucoup de choses, beaucoup plus à dire. Mais le livre reste exceptionnel, d'une part par ses quantités de notes et de documents de référence, de sources. Il a fait un vrai travail de recherche sur l'aspect voilà, officiel, documentaire. Donc tout ce qu'il raconte, ce ne sont pas des fantasmes. Donc là où je suis resté sur ma fin, c'est qu'il s'arrête à la fin des années 80, donc on ne parle pas de tout ce qui s'est passé depuis, et c'est dommage, parce que là, il y aurait beaucoup de choses, mais évidemment, plus on se rapproche de l'actualité du jour, et bien plus on est avec un manque de documents officiels, notamment, par exemple, que se passe-t-il sous le... Qu'a-t-il... Je répète, je recommence ma phrase. Qu'a-t-il été construit sous l'aéroport de Denver? Et évidemment, on ne le sait pas. Donc c'est dommage. Mais évidemment, s'il veut faire un travail historique, ce travail est très bien fait. Et en fait, l'autre chose que j'ai trouvé, si on veut, assez intéressante, c'est que autant le, les bunkers sont un élément, sont un peu le fil rouge de ce livre, en fait, le vrai thème qui se dégage du livre, je ne sais pas si c'est voulu de la part du journaliste, mais le vrai thème qui se dégage du livre, c'est la paranoïa du gouvernement américain. Et ça explique beaucoup de choses, et c'est vers ça que je vais aller, donc je ne sais pas combien de temps on va parler ensemble, peut-être une heure, mais ça explique énormément la constitution, ou en tout cas ça va de pair avec la constitution de l'État profond américain, et en ce sens, c'est un éclairage fascinant sur comment dans un modèle de pensée, dans un modèle de croyance, les événements et les éléments à ta disposition s'auto-augmentent. C'est-à-dire, si tu crois que l'ennemi va t'attaquer, on va le voir, mais que tu as des outils qui te permettent de gagner de l'argent en le faisant, mais aussi de te protéger d'une certaine manière, eh ben, tu vas les utiliser. Alors que si tu ne crois pas que l'ennemi va t'attaquer, parce que tu ne crois pas que c'est un ennemi, par exemple, ou que tu crois qu'il n'a pas de capacité, on va voir effectivement ce genre de problématique avec l'Union soviétique des années 50 à 1980, eh bien, que si tu as des outils pour te défendre, mais que tu penses qu'on va pas t'attaquer, tu vas peut-être pas les utiliser. Et tu vas pas gagner d'argent, parce que on va voir, ce sont des sommes colossales qui ont été englouties dans ces projets et qui ont probablement contribué presque autant que la guerre du Vietnam à mettre en faillite et ruiner les États-Unis à l'aune de 1970. Ce qui nous a amené au changement du modèle du dollar basé sur l'or, qui était abandonné en 1971, 71, et qui a mis les États-Unis dans une voie de déclin terminal, inévitable, qui arrive aujourd'hui à son terme, à moins qu'il y ait un changement radical. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre ce que explique ce livre, ce projet Raven Rock. Alors Raven Rock, pour la petite histoire, c'est le nom de code de l'un des très gros bunkers, c'est pas le seul, l'un des très gros bunkers de continuité du gouvernement américain, qui est dans les montagnes, je crois que c'est de la Virginie, mais ça peut être de la Pennsylvanie, mais peu importe, c'est dans les montagnes Appalaches, et qui est l'un de ces grands centres où le gouvernement américain était censé
se réfugier en cas de guerre nucléaire. Mais je ne vais pas aller trop vite, parce qu'il faut commencer par le début. Alors, le début, c'est que pendant longtemps, comme dans tous les gouvernements, et c'est encore le cas en Suisse d'une certaine manière, les hommes politiques, les membres d'un gouvernement, étaient des citoyens plus ou moins comme les autres, qui avaient un travail à faire, sur lequel ils pouvaient gagner de l'argent, parfois avec de la corruption et du trafic d'influence, mais enfin, qui avaient une vie relativement normale pour leur classe sociale. C'est-à-dire qu'il était courant que même dans les années 30, 40, aux États-Unis, les politiciens allaient à leur travail dans les bureaux, au Congrès, au Sénat, pas avec des chauffeurs, avec des limousines blindées, mais parfois à pied depuis leur hôtel, même pas tellement en taxi, il n'y avait pas trop à l'époque, mais en transport public, en bus. Et il n'était pas rare que même un président des États-Unis, alors avant la Deuxième Guerre mondiale, mais je dirais plutôt avant la Première Guerre mondiale, se balade en calèche en plein milieu de la ville, ou se balade à pied. On a des exemples, parce que, au fond, on considérait que le gouvernement, c'était un travail, c'était très bien remplaçable, et ça arrivait, hein, alors parfois pour des duels, que des politiciens se fassent tuer. S'ils mouraient au duel, ou ils se faisaient assassiner parce qu'ils avaient couché avec la femme de quelqu'un, et que ce quelqu'un le chope et lui tire un coup de revolver dans la tronche, eh bien, il était remplacé, sans problème. Et, et donc, le concept de sauver un gouvernement en cas de guerre était complètement absurde et n'avait pas de sens et n'était à l'esprit de personne. Alors ça, c'est pas expliqué dans Raven Rock, mais je vous le dis parce que c'est une logique fondamentale, historique. Alors bien sûr, on n'aimait pas qu'on tue un roi, par exemple en Europe. Évidemment, il y a eu, surtout autour des années 1900, il y a eu cette vague d'assassinats, de régicides dus aux anarchistes. Et d'ailleurs, un président américain, je crois que c'est McKinley, a été tué par des anarchistes américains. Et en Europe, il y a eu le tsar Nicolas Ier, sauf erreur, ou est-ce Alexandre III, je ne sais jamais. En tout cas, je crois que c'est Nicolas Ier qui a été assassiné. On a eu en Italie le roi Umberto qui a été assassiné. On a eu un président de la France qui a été assassiné par des anarchistes à cette époque-là. Donc, il y avait un stress, il y avait un besoin de sécurité, mais on ne se posait jamais la question de la continuité du gouvernement. Un gouvernement, un État continuait de toute façon d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, en cas de guerre ou en cas de révolution, eh ben, il y avait des changements de régime. Euh, c'est ce que craignait la bourgeoisie versaillaise lors de la Commune, qui est une révolution en France. C'est ce que craignaient les rois en 1830, en 1848, etc. Bien sûr, ça existait, mais on fuyait à ce moment-là si c'était dangereux. On pouvait partir à Bordeaux, on pouvait partir... C'est ce qu'a fait le gouvernement français en 1940. On pouvait transporter le trésor du gouvernement, c'est ce qu'ont fait les Alliés justement en 1940 face aux avancées allemandes. Eh bien, ils ont mis l'ordre dans des bateaux de guerre. Les Français l'ont envoyé en Amérique, les Anglais l'ont envoyé au Canada, les Belges, les Hollandais aussi, et ainsi de suite. Mais on préservait en fait les bases financières et la Constitution. De toute façon, c'est un bout de papier, donc il n'y a pas besoin de la sauvegarder, on peut la redémarrer. Et donc, il n'y avait jamais il y avait pas de paranoïa. Il n'y avait pas de problème lié à ça. Et puis, tout a changé avec la guerre nucléaire, avec la bombe nucléaire. Et cette idée est venue des États-Unis, justement. Le président Wilson, qui a remplacé Roosevelt en 1945, début 1945, et à qui on a présenté le programme Manhattan, donc le programme de développement et de l'utilisation de la bombe nucléaire, la bombe atomique. Eh bien, lorsque ça a été utilisé sur le Japon, tout le monde a réfléchi à l'impact militaire de cette utilisation de cette nouvelle arme atomique. Parce qu'au début, on s'est dit, ok, c'est une grosse bombe, mais c'est une grosse bombe avec un pouvoir de destruction très important, y compris sur des villes entières, y compris sur tout ce qu'on connaît comme étant des centres de commandement habituels. Les gros bunkers de l'époque, et vous avez suivi ma petite série de 3 vidéos sur Dresde, n'étaient pas très profonds. Éventuellement, il y avait le métro de Moscou qui était profond.
de plusieurs cinquantaines de mètres, en tout cas au moins de 50 mètres, voire de 100 ou 150 mètres dans certains cas, sous terre, ce qui effectivement le rend invulnérable au bombardement classique. Mais la plupart des gouvernements, même le bunker du 10 Downing Street qu'on peut visiter à Londres, si vous y allez, n'est pas très profond, et les centres de commandement des armées étaient vaguement des caves. C'était pas, si vous regardez même, je ne sais pas si ça existe encore, mais j'ai pu le visiter, même à l'époque, c'était une entreprise privée qui s'appelait Bull en France qui l'occupait, mais l'ancien quartier général de l'OTAN en Europe, à un moment, était près de Louvciennes, près de Marly-le-Roi, je crois, c'est dans cette région-là, donc dans l'ouest de Paris. Et en fait, ce sont des baraquements militaires, et là-dedans, il y avait le commandement de l'OTAN, et donc vous imaginez bien que c'est parfaitement vulnérable, puis ce sont des baraquements de chantier, enfin, c'est des trucs temporaires, et même pendant longtemps, les Nations Unies à Genève, c'était pas exactement des bâtiments très solides. C'est du préfabriqué vite fait, qu'il a fallu construire assez vite, et donc très vulnérable à une attaque. Alors, les Nations Unies, on s'en fout, mais pour le quartier général de l'OTAN, ben, c'est du personnel, c'est de l'administratif, c'est aussi de la gestion de logistique. Bref. Et pour le gouvernement, ben, à l'époque, on n'avait pas encore fait de bunkers sous l'Élysée ou sous Matignon, c'est des hôtels particuliers chics qui sont pulvérisés d'un coup d'armes nucléaires. Et donc, l'armée et les planificateurs des forces armées américaines se sont dit, bon, nous on a l'arme nucléaire, et en 1949, sauf erreur, l'Union soviétique l'a eu aussi. Et donc ils se sont dit, si des bombardiers ennemis nous attaquaient de manière rapide, ils pulvériseraient tous nos centres de commandement de manière très rapide. Alors évidemment, à l'époque, ils ne se rendaient pas compte que l'Union soviétique n'avait pas la capacité industrielle ni de développer des flottes de bombardiers lourds, ils en avaient très très peu, et ce qu'ils avaient étaient des copies des B-29 américains, donc avec une puissance pour l'époque considérable, mais vous savez, c'est l'effet de masse. Un bombardier tout seul, il se fait détruire, il en faut 1000 pour faire un raid qui est efficace. Et puis ils n'ont pas la portée d'aller de la Russie jusqu'aux États-Unis. Et surtout, ils n'avaient pas la puissance industrielle pour fabriquer beaucoup de bombes. Et même les États-Unis, jusque dans les années 50, on n'avait pas produit beaucoup. D'ailleurs, parce qu'ils pensaient que c'était pas nécessaire, d'une part, et il suffisait d'en avoir quelques-unes, une dizaine, et puis c'était suffisant pour dominer le monde. Mais dès que l'Union soviétique est arrivée, ils ont mis ça en production, mais c'est quand même compliqué, il faut que ça fonctionne, et puis il faut les vecteurs, il faut fabriquer. C'était pas quelque chose de très simple au début des années 50. Mais l'Union soviétique était encore plus à la ramasse, c'était un pays qui arrivait tout juste à nourrir sa population, ils avaient subi vraiment des ravages impressionnants sur leurs terres agricoles et sur leur industrie dans la Deuxième Guerre mondiale, et ils ont mis le paquet pour développer, pour rattraper, si on veut, une forme de retard symbolique sur les États-Unis avec le développement de leur propre bombe nucléaire, qui a été faite évidemment par le vol des plans par les époux Rosenberg qui ont filé à l'Union soviétique, et quelque part ils ont un peu équilibré le monde en faisant ça, mais enfin l'Union soviétique avait des scientifiques très performants, et ils auraient pu quand même, peut-être quelques années plus tard, malgré tout développer l'arme nucléaire. Mais ils n'avaient aucune capacité d'utiliser ces armes nucléaires de manière efficace ou de manière massive, puisqu'ils n'en avaient pas. Mais aux États-Unis, la question s'est posée. Et si un ennemi, donc l'Union soviétique, utilisait sur des bombardiers des armes nucléaires, des bombes, et attaquait simultanément nos centres de commandement, c'est-à-dire surtout Washington, donc le centre politique et militaire. Il y a le Pentagone qui se construisait à cette époque-là. Je crois que le Pentagone, c'est 1946, sauf erreur, corrigez-moi si vous le savez, mais peu importe, c'est à peu près cette époque-là. Et c'est surtout le Congrès, la Maison-Blanche, et qui sont très très vulnérables. Là aussi, il n'y avait pas de bunker à cette époque. D'ailleurs, la Maison-Blanche avait déjà été détruite une fois dans une guerre par les Anglais en 1812. Elle a été brûlée, puis reconstruite. Et ils se disaient, voilà, si un bombardier arrivait par surprise, ça c'est impossible, mais si un jour un bombardier devait arriver par surprise, qu'est-ce qu'on fait de notre gouvernement pour qu'il continue à fonctionner? Alors, ils n'étaient pas débiles, ils se disaient bien,
qu'il y a deux manières de faire. La première, c'est d'avoir une façon de reconstituer un gouvernement quelque part. Donc ça, c'est un acte politique. Et c'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs mis en place, à cette époque-là, des règles qui au début n'étaient pas respectées, mais qui l'ont été plus tard. Des règles pour dire les hommes politiques clés, donc le président par exemple, le ministre des Finances, c'est déjà considéré comme étant presque aussi important que le président, devaient avoir en fait, leur héritier, enfin, je sais pas, quel est le terme juste? Par exemple, le vice-président des États-Unis devient président si le président devait mourir. Et donc, ils ont mis des règles que le vice-président et le président ne devaient jamais être au même endroit au même moment, ou de manière très très rare, et ils ne devaient, même pendant la prise de serment, d'ailleurs c'est le cas encore aujourd'hui, le vice-président, ou le futur vice-président, n'est pas présent lors de la cérémonie d'investiture du président. Et ils ne doivent jamais voyager dans le même avion, le même train, à l'époque c'était beaucoup en train. Et d'ailleurs, les Truman détestait ça, détestait cette règle, ne l'a jamais respectée, il s'en foutait. Et le suivant, donc le président suivant, Eisenhower, rechignait aussi à cette règle, mais il s'y est plié de mauvais gré. Donc ça, c'est une première chose, c'est d'avoir toujours un remplaçant quelque part, qui ne soit pas au même endroit, et éventuellement avoir une ligne de succession, c'est-à-dire que si par hasard, l'endroit où se trouve le président et le vice-président étaient détruits et les deux venaient à mourir, qui serait le troisième? Et donc il y a une règle qui dit, bah, le troisième c'est, par exemple, le président de l'Assemblée, du Congrès, donc aux États-Unis. Ensuite, si celui-là devait mourir aussi, c'est le responsable du département de... Je ne sais pas quelle est cette liste-là, mais ils ont une liste qui est constitutionnelle et ils ont mis en place un système de procédure qui briefait les personnes intéressées, les personnages donc impliqués, et qui leur disait, voilà, tu vas préparer un plan et on va t'aider. Le jour où un événement comme ça devait arriver, en l'occurrence une attaque nucléaire, si le président ou le vice-président, ou si la chaîne de commandement, si on veut, était détruite, eh bien, prépare-toi, ce sera toi qui es le numéro 5, et qui deviendrait automatiquement le chef, etc. Et tout le monde avait un planning, parce que si le type t'appelle et dit « Oui, je m'appelle Smith, c'est moi le nouveau président des États-Unis », il faut que les gens se disent « Mais attends, t'es qui ?» Il dit « Oui, non, mais je suis l'adjoint du secrétaire du Trésor. » Et les mecs regardent la liste et disent « Ah oui, effectivement, donc est-ce qu'on confirme bien que le président est mort, le vice-président est mort, et donc tu es cinquième sur la liste, et donc oui, d'accord, alors on obéit à tes ordres. » Et c'est important pour que l'armée puisse fonctionner. Alors dans la réalité, les soldats et les officiers obéissent à leurs supérieurs, mais à un moment, il faut quand même qu'il y ait un commandant en chef, quoi. Et donc ça, c'est un premier élément. Donc ils ont mis en place des procédures d'identification de la chaîne de commandement et de la chaîne de décision politique. Ce n'est pas que militaire, c'est aussi politique. Et ça touche le département de la justice, le département, alors évidemment la diplomatie, mais visiblement ils mettaient beaucoup l'accent sur le trésor, sur la finance, sur la capacité. Et d'ailleurs, dans les premiers bunkers qui vont être créés pour occuper le gouvernement, ça c'est la deuxième facette de la chose, eh bien, ils stockaient des machines pour imprimer de l'argent, voire dans certains endroits, ils stockaient de l'argent. Ils stockaient des palettes de dollars pour redémarrer l'économie. Parce qu'ils imaginaient bien qu'en cas de guerre nucléaire, il fallait de nouveau du dollar. Alors bon, on peut rigoler de ça, mais ils avaient à cœur l'idée de reconstituer en fait une société à l'image de celle qu'ils avaient abandonnée en cas de guerre nucléaire. La deuxième facette, au-delà des procédures, c'est... Oui, je fais ça de mémoire, parce que c'est un livre qui m'a vraiment plu, et ça, c'est une marque de bon livre quand, 1 mois et demi après l'avoir lu, ou 2 mois après l'avoir lu, vous vous en souvenez encore parfaitement. Le deuxième volet de cette prise de conscience de la possibilité d'une attaque nucléaire qui détruise le gouvernement, c'est la protection de ce gouvernement. Donc, donc en fait, c'est la chaîne de commandement. 2, c'est la protection. Et c'est là où on rentre dans le concept des bunkers. Le concept des bunkers qui est de dire, nous allons d'une part distribuer à travers le pays, accessible par avion ou par hélicoptère ou par route, même par train dans certains cas, nous allons distribuer des centres secondaires, protégés, enterrés, qui vont se révéler très coûteux, pour accueillir les centres de commandement et les centres de décision politique de manière distribuée et connectés entre eux. Donc ils ont creusé
des tunnels, alors, évidemment, ils ont choisi les sites qui étaient à la fois relativement proches des centres de gouvernement et de commandement existants au début, d'où les montagnes de Virginie, les montagnes de Pennsylvanie, qui sont relativement proches de Washington, de la capitale Washington DC. Et d'ailleurs, il relate cette anecdote où le président Eisenhower avait pour la première fois un plan d'évacuation par hélicoptère. Et ils l'ont testé. Et ils ont dit, Monsieur le Président, vous allez monter dans cet hélicoptère et on va faire un test en grandeur nature. On va vous amener jusqu'au bunker présidentiel, qui est à 50 km de là. Et c'était en plein été. Ces hélicoptères des années 50 avaient une grande bulle, un cockpit en forme de bulle, avec une chaleur montant à 50 degrés. Et donc il est monté dedans, il a fait, il est allé, donc le vol de 30 minutes qui l'amenait au bunker. Il est arrivé en nage, c'est un monsieur quand même à cette époque-là, c'est un ancien général, mais enfin c'est un monsieur quand même d'un certain âge, et il était super énervé, il a engueulé tout le monde, et il a dit, plus jamais je fais un truc comme ça, et plus jamais je monte dans un hélicoptère, et dorénavant, s'il faut m'évacuer, vous allez le faire en bagnole. Et en camion, je sais pas quoi, mais il a gueulé et il voulait plus le faire. Il en a plus jamais fait. Il a refusé de faire tout exercice lié à l'évacuation de la Maison Blanche. Et c'est rigolo. Et donc ces bunkers avaient, étonnamment, comme je disais, il y avait des bunkers pour la justice, pour le département de la justice, avec des copies des lois, de la copie des constitutions, des bureaux, des machines à écrire, des places pour les secrétaires, pour écrire des mémos. À l'époque, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas Internet. Avec des télégraphistes, enfin des postes de téléphonie, avec des centrales de switch téléphoniques. Et il y en avait pour le département des finances, il y en avait pour le département de la justice, il y en avait pour l'armée, évidemment, pour la commanderie, et il y en avait pour le gouvernement. Donc on devait pouvoir reconstituer le Congrès avec les sénateurs et les députés, les membres comment s'appelle ça, les représentants des différentes districts, des différents États, pour continuer à opérer légalement. Alors aujourd'hui, ils en ont rien à branler, hein, ils bombardent tel ou tel pays depuis les années 40 sans déclarer de guerre. Mais à l'époque, ils considéraient que c'était important d'avoir une légitimité politique parce que c'est ce qui faisait la différence avec la dictature de l'Union soviétique. Et à juste titre. Et donc, ils ont mis en place ces bunkers qui pouvaient accueillir des gens. Alors, ils se sont rendus compte qu'il fallait beaucoup de place. Il fallait beaucoup de place parce qu'il fallait stocker beaucoup de nourriture, de l'eau, des systèmes de vidange pour l'hygiène, des douches, etc. Et puis, il fallait beaucoup de personnel et accueillir énormément de personnel parce qu'un vieux juge de 60 ou 70 ans, un juge fédéral, bah, il a besoin de secrétaires, il a besoin j'allais dire des pages. Oui, page après page de loi. Il a besoin de gens qui travaillent un staff, quoi. Et tous ces gens, multipliés par tous les membres du gouvernement qui étaient considérés clés, et la liste ne faisait que s'allonger, et donc les bunkers ne faisaient que s'agrandir, et bien ces gens, la question qui s'est posée, c'est oui, mais en cas d'attaque, il faudra bien qu'on accueille vos familles aussi, parce que si on fait venir, ils se sont rendus compte, ils ont fait des exercices où, dans l'exercice, on ne te dit pas que c'est un exercice, on te dit, monsieur le juge ou monsieur le ministre, il y a une attaque soviétique, il faut partir maintenant, on part dans la voiture et on y va. Et lui dit, oui, et ma famille? Et les gens disent, non, non, mais nous, notre ordre, c'est que vous partiez, vous. Et lui dit, moi, je pars pas si j'ai pas ma femme et mes enfants. Ou je pars pas sans ma femme. Et il refusait de partir. Donc, il dit, non, non, je ne viens pas dans ton bunker d'enculé, je vais chez moi, je vais récupérer ma femme et après on verra. Et donc, ils se sont rendus compte que c'était le bordel. Donc, ils ont commencé à dire aux gens, bon, voilà, en cas de guerre, votre famille viendra aussi. Et donc, ça a multiplié par 4 ou 5, déjà, le nombre de gens colossal qu'ils devaient accueillir, dans différents endroits, parce qu'ils devaient avoir de la redondance, parce que si, ils se disaient, et c'est là où a commencé la paranoïa, si les soviétiques savaient qu'il y avait le bunker de Ravensbrück, ou le bunker de Virginie, ou le bunker, et qu'ils attaquaient aussi ce bunker-là à coups de bombes nucléaires, eh bien, et surtout lorsque les missiles sont apparus à partir de 1960, le missile intercontinental est devenu une réalité. Et donc ils se disent, si nous envoie plein de missiles, et qu'ils détruisent certains des bunkers, il en faut plus pour avoir de la redondance, en disant, ah, la capitale va être détruite, le bunker numéro 2 va être détruit, allons dans le bunker numéro 7.
Et donc, à chaque fois, il y a une inflation de volume, de taille. Chaque bunker doit être équipé en eau, en électricité, en génératrice, en nourriture, pour faire tenir, parfois, de manière pas indéfinie, parce qu'il y a une limite, mais parfois, les plans étaient de tenir 6 mois, une année. C'est pas juste les 2 semaines de la propagande qu'ils disaient dans les écoles, genre duck and cover, tu te couvres, si tu vois une attaque nucléaire, tu te couches sous la table, tu vois, ça va bien se passer. Et éventuellement, comme on nous disait par exemple en Suisse, restez dans votre bunker 2 semaines. Non, non, eux, ils prévoyaient beaucoup plus longtemps. Et donc, vous imaginez, il y a une inflation du nombre, du volume, de l'équipement. Et puis, il fallait remettre à jour tout le temps, parce que les switches téléphoniques des années 50, ils ont été remplacés par des switches analogues à la fin des années 50, début des années 60. Et puis, dans les années 70, par des switches, les premiers switches digitaux. Et ça s'est généralisé dans les années 80. Puis ensuite, il y a eu la mise en place de fax. Puis alors ça c'était déjà dans les années 70, les premiers réseaux Internet, qui s'appelaient ARPANET à l'époque, qui étaient des réseaux militaires et qui servaient à envoyer des communications électroniques. Alors c'était pas tu transférais pas le dernier film à 1 térabyte ou 1 gigabyte sur ces réseaux, c'était des trucs très légers, c'était déjà des emails. Moi j'ai pu travailler avec, lorsque j'étais petit, je voyais mon père travailler avec ça, donc j'ai pu voir ce que c'était. Mais en tout cas, vous imaginez bien que la maintenance et le secret autour de tout ça étaient maintenus, donc il y avait tout un personnel de sécurité, mais aussi de renseignement. Il fallait faire le profil de chaque individu et de leur famille qui pouvait venir. Est-ce qu'il n'y avait pas des communistes? Est-ce qu'il n'y avait pas des espions? Donc vous imaginez, il y a eu toute une industrie qui a commencé à grandir de manière exponentielle à partir des années 50 autour de cette sécurité et autour de ces bunkers de continuation du gouvernement et continuation des forces militaires et des centres de commandement et de communication. Puis, au fur et à mesure que le nombre de départements du gouvernement américain ont grandi, dans les années 50, les années 60, on a mis en place la NASA pour la recherche spatiale, et puis on a mis en place le FBI, donc ça c'était un peu plus ancien, mais la CIA, elle a été constituée, je crois, en 1947, et donc eux aussi ont dit, oui, mais nous aussi, on doit pouvoir continuer, parce qu'on a des réseaux de renseignement internes pour le FBI, externes pour la CIA, on doit gérer nos trafics de drogue, enfin, je sais pas ce qu'ils faisaient, enfin, ils faisaient des trucs comme ça, et on doit gérer nos réseaux d'espionnage et de terrorisme économique et tout ce que tu veux. Donc, eux aussi ont commencé à mettre en place leur bunker. Et donc, il y a eu une inflation gigantesque dans la préparation. Et comme je vous le disais avant, il y avait, donc là, c'est les moyens. C'est-à-dire que les moyens étaient disponibles et les États-Unis sont partis. Et puis, c'est toujours la même chose. Si quelqu'un commence à regarder les budgets en disant, mais c'est quoi ce chiffre gigantesque dans la ligne des dépenses? Et les gens, ils disent, alors déjà, on peut pas te le dire parce que c'est secret. Et deux, tu vas pas supprimer ça, c'est pas possible. Si un président qui, lui, sait ce que c'est, il dit, non, non, mais pourquoi on dépense, je sais pas, Kennedy arrive en 1962, et dit, mais c'est quoi ce budget gigantesque, ou il arrive en 1960, je crois. C'est quoi ce budget gigantesque? On pourrait pas le réduire. Alors eux vont dire, oui, non, mais c'est capital pour la survie des États-Unis. Ça fait partie intégrée de notre plan de défense face à des ennemis, notamment l'Union soviétique. Et c'est là où il y a encore un autre aspect qu'il faut tenir compte, c'est l'aspect offensif. Parce que les deux vont de pair. Pourquoi? Parce que, justement, la paranoïa s'est mise en place lorsque l'Union soviétique a développé... Avant que l'Union soviétique développe sa bombe nucléaire, franchement, les États-Unis s'en battaient les couilles de l'Union soviétique. C'était un ennemi idéologique qui devenait de plus en plus clair, mais ils savaient bien que c'était un pays pauvre, certes, il avait une grande armée en Europe de l'Est, mais tout ça, c'était très loin de la côte atlantique, et puis c'est encore plus loin de la côte pacifique. Les États-Unis, ils étaient en train de pacifier le Japon, ils avaient une occupation de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Italie. Bon, ils savaient très bien que c'était pas un danger, en tout cas d'un point de vue nucléaire. Et puis, arrive la guerre de Corée, arrive le développement de la première bombe nucléaire un peu avant soviétique, et là, ils se disent, bon, la guerre de Corée, c'était pas une partie de plaisir pour les États-Unis. Ils se sont fait latter. Alors, ils ont fini par stabiliser la chose, mais ils l'ont pas gagné. C'est une sorte de match nul. Et ils se sont fait, par moments, latter la gueule sévèrement, et puis c'était pas non plus... C'était plus dur, on va dire, de se battre contre les Coréens du Nord, qui étaient armés, même
parfois les armes, notamment les avions, étaient avec des pilotes soviétiques à l'intérieur, que le Japon. Lorsque les Américains faisaient face aux MiG-15 nord-coréens, en théorie, mais c'était des soviétiques, c'était pas une partie de plaisir, c'était pas gagné à tous les coups, c'était pas facile. Et donc ils se sont dit, merde, ils sont en train de développer des technologies. Alors le MiG-15, c'est une dérivation technologique des projets nazis, hein, de l'Allemagne nazie, développés par les soviétiques. Mais en gros, ils se disaient, putain, ces Russes, ces Soviétiques, ils sont capables de faire des bons trucs. Et avec l'arrivée de la bombe nucléaire russe, soviétique, eh bien, ils se sont dit, merde, si eux développent une capacité de nous attaquer, nous, on doit avoir une capacité 10 fois supérieure pour pouvoir les neutraliser, ou en tout cas riposter, de manière à neutraliser définitivement, dans ce cas-là, une éventuelle attaque. Et là, il y a eu une surenchère permanente, où lorsque les Russes sortaient un nouveau matériel, un nouveau avion, un nouveau bombardier, eh bien, aux États-Unis, on partait dans une paranoïa en disant « Et s'ils le fabriquaient à 1000 exemplaires, ça devient super dur. » Les Soviétiques, peut-être qu'ils n'allaient le construire qu'à 20 exemplaires ou 100 exemplaires. Mais pour les États-Unis, c'était « Merde, s'ils en font plein !» Parce qu'ils partaient du principe qu'il fallait prévoir tous les cas de figure pour éviter un nouveau Pearl Harbor. Et bien nous, il nous en faudrait encore plus. Alors, bien sûr, derrière, il y a l'industrie, et c'est cette fameuse industrie que dénonçait le fameux complexe militaro-industriel que dénonçait le président Eisenhower lorsqu'il a quitté la présidence des États-Unis en 1960, donc, dans son discours de départ. L'industrie, elle pousse pour ça, elle dit « Oui, oui, mais bien sûr, c'est un danger. » Et puis, vous savez, nous aussi, on a fait nos études indépendantes. Le bombardier soviétique, il est plus rapide, il est puissant, mais nous, vous savez, notre dernier prototype, là, notre dernier avion qu'on peut construire maintenant, il est bien plus puissant que les B-29. Le B-36, il est génial. Et puis, 5 ans plus tard, on en a encore un, encore mieux, le B-47. Et puis, 5 ans plus tard, vous savez, on en a un, alors là, le B-52. Et donc, évidemment que l'industrie, elle poussait, elle disait « Oui, oui, mais nous, on peut vous en faire. » Et donc, on a cette inflation aussi de l'armement offensif nucléaire américain. Et donc, vous avez, par exemple, dans le milieu des années 50, le programme de développement militaire stratégique, donc le Strategic Air Command, qui, avant que les missiles intercontinentaux n'apparaissent, donc à la fin des années 50, début des années 60, avait une flotte de plusieurs milliers de bombardiers, donc ils avaient des plus anciens encore, quelques-uns, mais ils avaient développé, surtout les B-36, ils avaient une flotte de 1300 B-36, donc c'est un très très gros bombardier, capable de toucher l'Union soviétique, et chacun avec potentiellement une, voire deux bombes atomiques dessous. Et donc, ils se disaient, si on est attaqué, s'ils nous attaquent nos bases, alors ils avaient distribué ça dans plusieurs bases, ils avaient plusieurs stratégies, et ils ont mis en place, alors ça c'est plutôt dans les années 60, c'est ce dont se moquait Stanley Kubrick dans Dr. Folamour, des systèmes où des avions étaient constamment autour du pôle Nord, étaient constamment en patrouille, et 24 heures sur 24, il y avait plusieurs bombardiers qui étaient en attente, et s'ils devaient recevoir l'ordre d'attaquer l'Union soviétique, eh bien ils partaient. Et c'était, donc vous imaginez le coût d'avoir constamment des bombardiers en l'air, de fabriquer, de faire voler, et d'avoir les pilotes et les équipages pour faire voler et être en alerte et être capable de faire la maintenance de plusieurs milliers de bombardiers lourds. Ça, c'est des très très gros bombardiers, les B-36. Les B-47 sont un peu plus petits, mais ils ont aussi une longue portée, ils sont un peu plus rapides, ils sont un peu meilleurs, et les B-52, ils sont encore plus gros, et on les utilise encore aujourd'hui, quasiment 80 ans après. Enfin, c'est un animal monstrueux, le B-52. Ça va être le premier avion qui aura un siècle, parce qu'il sera encore là dans 20 ans. Et donc, nous avons je crois que les premiers prototypes de B-57, c'est les années 50. Donc, on a encore pour un moment, mais ça va finir par faire un avion centenaire. Donc cette dépense a été colossale. Donc colossale pour les bunkers, colossale pour la défense stratégique, et ensuite sont arrivés les missiles, et les États-Unis ont rajouté les missiles, ils n'ont pas fait comme la France qui, au bout d'un moment, a dit, bon, bah, puisqu'on a des missiles, on va les mettre sur des sous-marins, on va arrêter avec les missiles en silo, sur le plateau de Mille Vaches,
On va rester avec 2-3 Mirage 2000N, et puis avec les missiles embarqués, quoi. Non, les États-Unis voulaient garder leur triade. Ils ont commencé à développer les sous-marins, les bombardiers et aussi les silos de missiles intercontinentaux. Et donc, cette dépense a été colossale. Alors, il ne donne pas les chiffres, mais il imagine bien que c'était une part considérable d'un produit national brut qui, bien sûr, était gigantesque, celui des États-Unis, mais qui a commencé à créer, alors d'abord, une machine qui vit par elle-même, parce que il faut avoir de plus en plus de personnel, de plus en plus d'employés, de plus en plus de bureaucrates, de plus en plus de pilotes, de plus en plus d'essence, de stock, de base, en plus de tout ce que je vous ai expliqué avant, des bunkers, etc. Et donc on se retrouve avec les États-Unis dans les années 60, lorsque Kennedy d'ailleurs arrive au pouvoir. Alors ce qui est bien dans ce livre, c'est que pour chaque président, il explique quelles sont les mesures auxquelles il était contraint, parce qu'en fait, au bout d'un moment, la machine devient plus forte que l'autorité. C'est-à-dire que quand un nouveau... par exemple, oui, bah, ça c'est très intéressant. Quand un nouveau président arrive, il y a une équipe qui vient et lui dit, bon, monsieur le président, voilà la procédure. Et toi, tu as beau être le président, qui est censé être le commandant des forces militaires, y compris de la sécurité, et donc de dire, non, non, mais la procédure, j'en ai rien à branler, euh, eh bien, la procédure, c'est la procédure. Et on t'explique, non, non, mais ta gueule, c'est pour ta sécurité. Donc, en cas d'attaque, en cas d'alerte, voilà ce qu'on va faire. T'as pas ton mot à dire, tu vas monter dans la limousine, tu vas arriver à la base, tu vas monter dans l'aéroport, à côté, on va faire ceci, cela, cela, et tu peux pas trop la changer, parce que si tu la changes, ça fout en l'air tout un gigantesque programme de procédures qui se dirame à travers des milliers de bases, des milliers d'endroits, avec des dizaines de milliers de personnels qui sont impliqués. Et si tu commences à changer un coin ou un truc parce que tu te dis, parce que voilà, eh bien, tu dois changer toute cette procédure et c'est un bordel immense. Donc, non, tu fermes ta gueule et tu obéis. Et on voit à quel point c'est devenu complexe. Alors, dans les années 60, a été développé le programme. Alors, le code justement du président des États-Unis, c'est Angel. Et on a cette. Donc, dans ce cadre-là, c'est quand il y a une attaque. Et ils ont développé évidemment l'idée du bunker aérien, qui est encore utilisé aujourd'hui, parce qu'ils ils se sont dit, c'est très bien d'aller dans un bunker dans les Appalaches, mais si si le bunker est isolé ou il est attaqué, ils avaient même les scénarios d'invasion, de tout ce que tu veux, qui allait attaquer les bunkers et tout. Et donc, il serait mieux. Alors, quand l'avion disponible, c'était un Constellation ou un DC-3 ou un DC, un DC-8, je sais pas quoi, c'était pas génial. Mais à partir du moment où est arrivé le Boeing 707, puis plus tard le Boeing 747, là, ils se sont dit, on a un avion avec une grande endurance, une grosse capacité d'emport, une grande vitesse. Ces avions qui allaient à 900 km/h, donc qui peuvent fuir assez vite une zone et aller vite dans une autre, et qui permettent en fait aux différents commandants, donc ils en ont tout de suite acheté 2 ou 3, je crois. C'était des prototypes, le Boeing 707, c'était des prototypes que Boeing avait développés pour l'armée, mais qui n'avaient pas été achetés, et ils les ont vendus, ils les ont donnés en fait, ils les ont donnés au gouvernement pour en faire le poste de commandement aérien. Alors évidemment, le commandement, l'aviation américaine a dit non, mais on va les adapter. Donc Boeing a adapté avec des protections supplémentaires en cas de EMP. Ils avaient déjà prévu ça à l'époque, donc avec des protections supplémentaires pour l'électronique. Il y avait peu d'électronique à l'époque, c'était encore les gens pilotaient encore avec des câbles, hein, les avions et tout ça, c'était super fiable. Mais les moteurs avaient des systèmes électriques, etc. Et puis les systèmes de communication devaient être surtout un peu blindés. Les différentes radios à haute fréquence, à ondes courtes, il y avait différentes sortes de systèmes, et puis aménagés pour que le président ou le vice-président ou son staff puisse dormir et faire les voyages. Et puis depuis, c'est devenu l'avion avec lequel le président se voyage autour du monde. Et dans cet avion, il y a toujours tous les systèmes, et le président, d'ailleurs, a été accompagné depuis cette époque-là avec la fameuse mallette nucléaire où il y a les codes, et donc depuis laquelle il peut lancer il peut donner l'ordre de lancer des attaques de toutes sortes, hein, pas seulement massives, hein, il peut aussi des attaques toutes rikiki, toutes pointues, toutes précises et mignonnes. Mais, donc vous voyez, on rajoute tout le temps de la complexité. Et donc il y a une administration et des gens qui s'occupent de budget
qui ont leur pouvoir et même simplement leur travail. On va rester sur une simple velléité humaine de continuer à faire son job, mais qui dépendent d'une machine de plus en plus énorme et qui donc ne veulent jamais la réduire. C'est une des raisons pour laquelle Kennedy n'était pas très aimé au sein du gouvernement américain, parce que lui avait vu l'augmentation des coûts au début des années 60, qui allait ensuite exploser avec la guerre du Vietnam jusque dans le milieu des années 70, et que Nixon va prendre les mesures en 71 pour sauver en fait la finance américaine. Enfin, il a décidé simplement de différer de 50 ans sa mort, mais en gros, voilà, il était obligé il a trouvé cette technique-là pour prolonger la vie des États-Unis et le pouvoir d'achat des Américains, le mode de vie, je veux dire. Et donc ça a été très très vite. On ne pouvait pas couper dans ses dépenses. Et c'est pour ça que le livre s'arrête à la fin de la guerre froide. Mais en fait, ce qu'on a vu, c'est que ces dépenses n'ont pas été arrêtées après. Elles continuent sous d'autres formes. Et comme je l'expliquais d'ailleurs dans NRBC, depuis les années 90, le semblant de volonté d'aider la population à elle aussi s'en sortir a été totalement abandonné. Parce qu'à partir des années 50, et j'en parlerai dans un prochain livre sur le survivalisme, mais l'idée de sauvegarder la population était présente, était communiquée par le gouvernement auprès de celle-ci, même si, au fond, ils savaient bien que c'était futile. Mais au moins, ils essayaient de dire « Attention, en cas de guerre, faites ceci, faites cela, pourquoi pas ayez un abri ». Aujourd'hui, c'est fini, ils n'en ont plus rien à branler. Même aujourd'hui, en 2025, ils nous préparent à la guerre nucléaire en Europe. Bon, il n'y aura pas, à mon avis, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais en gros, ils te disent « Faites un kit », mais c'est complètement insuffisant. Quand bien même ton kit soit le meilleur kit du monde parce que tu as lu Rue Barbare et que tu as fait tout ce qu'il y avait dans Rue Barbare, ce kit n'a pas de sens s'il est seul. Tu fais quoi avec ton kit à la maison? Tu vis 48 heures et puis après quoi? Mais au moins, voilà, dans les années 50-60 aux États-Unis, on expliquait aux écoliers, on expliquait à l'école, on distribuait des guides pour expliquer comment fonctionnent des radiations, comment fonctionne une attaque, comment pourrait se passer une attaque nucléaire, et puis enfin, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois t'organiser, comment tu t'organises avec la protection civile. Aujourd'hui, c'est quasiment abandonné, la protection civile. Je regarde ce que faisait même, par exemple, la France dans les années 60. C'est bien, c'est court, c'est succinct, c'est facile à lire, et c'est super bien. Pourquoi on n'est pas capable de faire des choses aussi simples et aussi bien faites que dans les années 60? Parce qu'ils s'en foutent, parce que en plus ils sont devenus débiles, et que de toute façon la population elle ne sait pas lire, donc il y a 50% des lettrés, donc qu'est-ce que tu veux leur filer des guides? Et donc on se rend compte que dans les années 50, à partir des années 50, cette colossale dépense a amené les États-Unis sur une pente de création d'une industrie, d'un colosse industrielo-militaire qui en fait est devenu, ou s'est assimilé à l'État profond. Parce que l'État profond, c'est l'intelligentsia, il a toujours existé, il y a toujours eu des Deus ex machina derrière, c'est la banque, la Réserve fédérale, donc, qui est mise en place en 1914, sauf erreur. Il y a aux États-Unis, je peux me tromper d'une année ou deux, mais peu importe, il y a évidemment les grandes familles puissantes qui ont leurs entrées à Washington, New York et tout, les Rockefeller, les Rothschild, les autres qui ont leur puissance, et puis pas que, il y en a plein d'autres. Hein, et là-dessus, c'est mis en place peut-être une partie sombre, qui est d'abord la CIA, avec une puissance qui n'a fait qu'augmenter dans les années 50 et 60, mais surtout, on a cette puissance industrielle qui doit fabriquer ces 1300 bombardiers qui sont obsolètes au bout de 10 ans, parce que d'un coup, les Soviétiques ont construit un nouveau missile qui peut les abattre. Alors ils disent, si ce missile est fabriqué partout en Union soviétique, nos 1300 bombardiers B-36, ils sont plus bien. Donc il faut des B-47 qui sont rapides, qui sont capables de faire du Razmot. Alors que les Soviétiques, ils en avaient 4 de missiles. D'ailleurs, on explique que quand les États-Unis sont partis et se sont donnés à la fin des années 50 hein, comme objectif de développer plusieurs milliers de têtes nucléaires, parce qu'il y avait les premiers missiles balistiques, en fait, les Soviétiques, ils en avaient 6. Et les États-Unis s'est dit, nous en faut 1000 tout de suite.
En fait, les soviétiques en avaient 6 et elles n'étaient pas sûres de toutes fonctionner. Et donc, euh, et donc, il y a une paranoïa qui s'est mise en place, qui était poussée par la surenchère. Ce désir de surenchère, ce désir de dépense, ce désir d'avoir de plus gros budgets. C'est plus important quand tu gères 3 milliards que quand tu gères 10 millions. Et donc, tout le monde voulait plus, 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 et le gouvernement, ben, l'économie était florissante, tout allait super bien, les États-Unis rayonnaient culturellement et économiquement sur le monde entier, ils avaient remonté le Japon, ils avaient remonté l'Europe, ils avaient remonté l'Allemagne, euh, ils vivaient bien, ils importaient de la nourriture pas chère parce que le dollar valait beaucoup. Euh, Pourquoi se priver? Si, pour avoir plus de sécurité, dépensons encore plus. En fait, ils ont ruiné les États-Unis. Alors, il y a beaucoup plus de choses à dire hein, dans ce livre et ce projet de sécurité, parce que, en plus, toute ça a été testé, en fait, avec donc, il parle de comment on a testé tout ça pendant la crise de Cuba, qui a été vraiment une crise importante. Alors, quand je parlais des bunkers de commandement, on pense tous à Cheyenne Mountain, hein, bien sûr, mais il y a eu aussi l'effet des wargames. Comme vous savez, j'ai fait une série sur les wargames, mais c'est très intéressant de voir, ça je l'ignorais, qu'en fait, la guerre nucléaire a été beaucoup simulée par le département de la... Il y a un département de la recherche hein, et de la simulation, je ne sais pas quel est son nom exact, mais qui travaille sur justement la, la simulation de guerre nucléaire notamment. Et c'est ce qui a donné ce film Wargame, hein, qui était assez excellent en 1982 ou 83. Enfin, c'est un film de cette époque-là qui dénonçait un petit peu le risque de la surenchère informatique. Ah oui, parce qu'ensuite, on a informatisé tout ça. Et donc, là aussi, explosion des coûts, etc. C'est là où mon père a beaucoup bossé, mais il n'y a pas que digital. Il y a eu aussi, évidemment, le plus gros fournisseur, c'était IBM. Et, et donc, l'explosion des coûts et de la complexité n'a pas arrêté. Donc, dans les simulations, évidemment, on le sait aujourd'hui, le soviétique était toujours... d'un côté, c'est marrant parce que dans toute la doctrine militaire occidentale, qui a été reprise de celle nazie, le soviétique est considéré comme une sorte de demi-sauvage, qui n'est pas capable de se battre, qui est un ivrogne. Mais dans toutes les simulations, à l'opposé, il est considéré avec une technologie supérieure. Souvenez-vous de ce film avec Clint Eastwood où il doit se rendre voler un pseudo MiG 31 en Union soviétique qui s'appelait... peu importe le nom du film. Mais voilà, il y avait ce fantasme où, en fait, attention, les soviétiques, ils vont construire l'arme ultime qui va percer nos défenses, qui va être soit extrêmement capable, soit fabriquée en masse, beaucoup plus que la nôtre, et donc ils sont un danger incroyable, et donc on ne va pas pouvoir les attaquer avec 14 bombardiers, il en faut 1300. Et au lieu de se dire ils ont 6 têtes nucléaires dans des missiles qui marchouillent, non, non, ils en ont 6000. Alors que l'Union soviétique, en fait, elle a dépensé peu, et puis elle n'avait pas les moyens, et puis au fur et à mesure de son industrialisation, oui, elle a toujours en donnant la priorité aux forces terrestres et aériennes, de défense, de chasse, et les forces terrestres, les blindés pour le théâtre opérationnel européen. Mais à chaque fois, là où la technologie fait moins de différence, hein, parce qu'un tank contre un tank, ben voilà, il n'y a pas l'électronique, il y a pas, ah oui, il y a la vision nocturne, il y a plein de petits machins qui donnaient un peu l'avantage au matériel et aux armées occidentales, mais qui faisaient pas à cette époque-là autant de différence que ça, parce que si tu peux pas attaquer la nuit, tu attaques de jour. Et la nuit, c'est quand même compliqué d'attaquer en masse, etc. Les soldats, ils voient rien, etc. Et donc, et donc l'Union soviétique ne s'est pas ruinée à ce moment-là. Elle s'est ruinée plus tard, elle s'est ruinée à la fin des années 80, parce que le problème d'une grosse dépense pour équiper ton armée de tout ce qu'il faut pour se défendre, pour attaquer, etc., c'est que 10 ans plus tard, c'est obsolète. Donc si tu as dépensé beaucoup, tu vas redevoir dépenser beaucoup s'il n'y a pas eu de guerre entre-temps. Alors que si tu dis, bah, de toute façon, on ne peut pas, tu dépenses peu, bah, 10 ans plus tard, si jamais il faut dépenser, tu te dépenses, mais tu es sur les modèles de 10 ans plus tard, pas sur les modèles d'il y a 10 ans. C'est un peu le problème qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, entre guillemets, c'est que la plupart, à part les nouvelles armes, la plupart des combattants utilisent des armes d'il y a 40 ou 50 ans.
parce que bah, il n'y avait pas le besoin d'en fabriquer beaucoup, et y compris les Russes. Donc, on utilise voilà, des F-16 qui ont 50 ans, des T-72 qui ont 60 ans, des Abrams qui ont 40 ans, des Léopard 2 aussi qui ont 40 ans. Donc, bah, oui, alors ils sont peut-être bien maintenus, ils ont été mis à jour, mais c'est pas le nec plus ultra du tout. Et bref, vous voyez, donc il y a un risque quand tu dépenses trop, ce qui a été le cas des États-Unis dans les années 50, 60, 70, 80, c'est qu'à un moment, s'il n'y avait pas la planche à billets, ils n'y seraient pas arrivés. Et comme il y a la planche à billets, ben, on finit vers un dollar qui vaut plus rien et de l'hyperinflation. Et donc ça contribue en fait à l'effondrement économique. Donc j'ai trouvé que le lien entre Ravensbrück, la destruction finalement, enfin la prévention de la destruction face à une attaque nucléaire, aura été un des éléments contributeurs majeurs de ce qui sera, donc 50 ans après et 30 ans après 1990, la fin de la guerre froide, 91, l'une des explications de l'effondrement des États-Unis, et financier, et aussi une des explications, c'est pas la seule, hein, mais c'est une des explications de la paranoïa et de la militarisation des budgets. On va dire ça comme ça. Et donc, c'est un livre intéressant à lire, c'est un livre fascinant. Alors, on voit, par exemple, ils ont essayé des postes de commandement mobile sur des porte-avions, sur toutes sortes ils ont essayé Et le livre finit par conclut et termine par le fait que, justement, il y a des individus qui, eux aussi, se sont dit, en cas de guerre nucléaire, nous aussi, on doit s'en sortir. Et ces individus, soit issus du monde religieux, qui s'attendent à l'Armageddon, qui s'attendent à l'Apocalypse, soit d'un monde peut-être plus pragmatique et qui se disent, effectivement, s'il y a une guerre nucléaire, se coucher sous la table, ça va peut-être pas suffire, il va falloir qu'on ait un abri, voire un petit bunker dans le jardin, avec de la nourriture, etc. C'est un petit peu propagé. Et donc, on a ce qu'ils appellent le prepping, le survivalisme, en fait, aux États-Unis, qui s'est développé en parallèle, alors tout petit au début, mais qui a pris une certaine ampleur dans les années 70, pour ensuite retomber dans les années 90 et redémarrer à partir de... Oui, il y a eu la crainte du bug de l'an 2000, et puis on en reparlera. Et puis de l'effondrement économique récent, mouvance dont je fais partie, et donc, c'est aussi lié à cette paranoïa, il faut le dire, mais aussi ce risque qui était potentiel, même si aujourd'hui on le sait que l'Union soviétique n'avait pas les armes qu'on pensait qu'elle eusse eu. Eh bien, je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, vous avez compris. Eh bien, cette mouvance a commencé aussi à cette époque. Donc on se retrouve un petit peu entre l'effondrement, l'empire américain et l'État profond qui le parasite, qui s'est développé dans cette paranoïa et qui nous amène aujourd'hui à la fois une finance, enfin un pays quasiment faillite, une finance débridée, une inflation qui va galoper, et évidemment de plus en plus de gens qui se préparent. Donc j'ai trouvé que c'était un livre fascinant quand on le lit de la perspective que j'ai, qui est celle de la préparation et de l'histoire de celle-ci. Et donc, fascinant livre d'histoire. Si vous êtes passionné d'histoire, je ne peux que vous le conseiller. Sinon, bah voilà, passez. Prochain livre dont je vais vous parler, parce qu'il est lié, donc on va faire ça comme phase 1. Et deuxième phase, on va parler des bunkers des milliardaires, parce que c'est lié à ça. Et dans cette histoire de bunker, j'ai pris ce livre, Survival of the Richest, Douglas Rushkoff, qui est pas intéressant, mais il est très intéressant. Donc, voilà, je peux pas vous dire achetez-le, lisez-le, mais ce sera une vidéo séparée, mais qui explique non pas ce que font les riches, les très riches qui ont des bunkers, ça je vous en parlerai moi dans cette vidéo-là, mais il vous parle de la mentalité des très riches, selon lui. Alors, je vous dis tout de suite, c'est un marxiste-léniniste, donc je ne sais pas s'il s'y connaît vraiment dans la mentalité des riches, mais enfin, il en fréquente quelques-uns, mais sur certains points, j'ai pris pas mal de notes. L'autre, j'ai pas pris de notes parce que c'était fascinant à lire, mais celui-là, alors j'ai des notes parce que j'ai plein de points où je ne suis pas d'accord, il y a plein de notes.
Et j'ai écorné le livre à plein d'endroits. Et là, je vous ferai une vidéo d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, parce que ça nécessite de rentrer dans la psychologie, non seulement des gens riches, mais plus particulièrement des gens riches de la tech. Parce qu'elle est très particulière, et je la connais un peu, parce que j'ai bossé pour ces gens. Et ce qu'il dit, en revanche, sur leur psychologie est très juste et très fin. Et ça, c'est intéressant. En revanche, passez sur votre chemin si vous voulez savoir ce qu'ils font comme bunker. Mais ça, je vous le révélerai, je vous le dirai dans cette vidéo-là. J'ai des infos qui viennent, et donc voilà. Et donc, on se dit à très bientôt. Préparez-vous. Si vous n'êtes pas sur Patreon, rejoignez sur Patreon. Et, exception à la règle, prenez cette vidéo, partagez-la. Je ne vous dis jamais d'appuyer sur like, la cloche. Partagez-la, envoyez-la à d'autres personnes, surtout s'ils sont intéressés d'histoire. Expliquez-leur qu'en fait, je ne suis ni historien, ni bien que je suis passionné d'histoire. Mon travail, c'est de vous aider à vous préparer à des situations difficiles, notamment des effondrements de l'économie, ponctuels ou durables, et que mes livres vont de la préparation à l'effondrement économique, la préparation en cas de crise dans une ville, guerre civile ou enrichissement culturel qui part en vrille, n'est-ce pas? Quoi faire réellement en cas de guerre nucléaire? Donc ça, c'est un livre qui s'appelle NRBC. Quoi faire en cas de guerre nucléaire, radiologique, biologique ou chimique? Et puis, pour pas stresser, j'ai aussi un livre qui est derrière là, qui est en 2 volumes, qui est en 2 tomes, qui s'appelle Survivre à la peur, et qui vous explique comment, philosophiquement et physiquement, 2 tomes, gérer les informations anxiogènes et la peur qu'elles peuvent susciter en vous, de manière à ce que vous preniez les bonnes décisions de manière sereine et reposée, et pas dans la panique et pas dans le stress. C'est super fondamental. J'ai d'autres livres, mais c'est pas... vous pouvez voir sur Amazon ou là où vous voulez ce dont il parle. À très bientôt sur Patreon ou ailleurs. Préparez-vous. Ciao.